Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission pour célébrer l'intellection, le savoir-être au monde à partir des livres. Aujourd'hui, je reçois un jeune auteur. Son livre est un titre marquant, Les délices de la chair. Nous n'en sommes pas encore là. Ouvrons cette émission avec la rubrique Temps Poème. Je vous amène au Portugal. Fernando Pessoa, le gardeur de troupeaux. Fernando Pessoa avec ses hétéronymes. Voici peut-être le dernier jour de ma vie. J'ai salué le soleil en levant la main droite, mais je ne l'ai pas salué en lui disant adieu. Non, plutôt en faisant signe que j'étais heureux de le voir. C'est tout. Fernando Pessoa, excellentissime poète portugais que je vous invite à découvrir. Place maintenant à la présentation biographique de mon invité, le fameux Dom Pedro. Dom Pedro Nasonteonei est né à Port-au-Prince en 1986 dans une petite famille de 3 garçons dont il est l'aîné. Après ses études classiques qu'il a bouclées au lycée Pierre-Eustache Daniel Fignolet, il est vite entré à l'école normale supérieure de Port-au-Prince. Ce haut lieu du savoir qui a bercé nombre bons et grands esprits haïtiens pour recevoir une importante formation de philosophe. Il a participé au programme de Master Philosophie, Paris 8, et depuis quelques années déjà, sa profession l'ayant obligé, aime-t-il à dire, il enseigne la philosophie dans certaines écoles privées à Port-au-Prince. Il adore les femmes, la sienne propre en particulier. Les livres sont ses amis les plus proches, donc ses moments les plus grands, on le devine, il les a eus avec les livres, l'écriture et bien sûr les femmes qu'il adore, évidemment. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Dom Pedro Nteone, les délices de la chair. Je remercie mon bon ami Jo-Antoine Jean-Baptiste qui m'a recommandé ce jeune écrivain et j'ai pris beaucoup plaisir à le lire. Quérir le bonheur et le trouver, c'est immanquablement la fin dernière de toute vie humaine. Et les voies à suivre pour le trouver sont aussi diverses que multiples et semblent foisonner de toutes parts à la fois. Mais laquelle y conduit vraiment? Toutes y mènent. Alors laquelle suivre? Seul qui on est peut le dire, car rien de grand pour soi ne peut se faire sans le principal qui est de se trouver soi-même. Dom Pedro Nteone, bienvenue à Délivrez-vous. Bon, merci D'Angelo, c'est pour moi un plaisir immense d'être dans ce magnifique studio, et le studio du plaisir, du bonheur. Et j'ai commencé justement par ce passage-là sur le bonheur.
Acquérir le bonheur et le trouver, voici une grande question qui est au cœur de ton livre, les délices de la chair. Mais une première remarque, avant que d'entrer dans le livre Dom Pedro, c'est la qualité de la langue qui est utilisée. C'est une langue très classique, j'ai trouvé. C'est une langue, si tu veux, avec une sonorité du 17e. J'ai entendu Rousseau dans ta bouche. J'ai entendu Voltaire dans ta bouche. Qu'est-ce que c'est que cette langue, Dom Pedro? Ben, justement, d'abord, cela me vient sans doute de mes premières lectures. Parce que j'ai vraiment commencé à lire lorsque je suis entré à l'école normale supérieure. Et mes premiers auteurs, les principaux auteurs qui m'ont travaillé, qui m'ont marqué, qui ont été sur ma route, ont bien sûr été les Rousseau, les Descartes. Donc cette langue, j'ai appris à l'aimer et depuis, je n'ai plus la lâcher. Donc pour toi, ta vision de la chose littéraire, du moins, la littérature est membrée pour toi dans une langue qui doit être nécessairement classique. Bon, en ce qui me concerne, oui, parce que la langue, ça va aussi avec le style, ça va aussi avec la personnalité. Maintenant, mon effort de me construire, de m'affirmer au monde, bien sûr, et s'inscrit dans cette lignée d'une espèce d'épuration de la langue, d'une espèce de travail avec la langue. Et ce travail, j'ai appris à le faire au contact des auteurs, des classiques, comme tu dis. Contre mes habitudes, ce matin, je suis resté couché dans mon lit de jeune femme trentenaire. Je songe curieusement à l'endroit où hier j'ai passé la soirée, et singulièrement au beau gosse que j'y ai rencontré. Ah, ce beau gosse, cet Adonis qui, après un brin de causette, m'a fait l'amour tout le restant de la nuit. Se protéger d'Aphrodite, dis-je, l'air jeune, mais d'une étonnante maturité, sensuelle, haut de taille, d'allure féline et d'une adorable musculature dans une fine peau noire. Un noir d'ébène qui exalte toute la suavité, toute la délicatesse sensuelle de cet adoré des dieux dont je sens encore ce matin les paumes veloutées et la langue de cunilingus caresser ma chair, me mordiller le sexe et me le sucer comme pour en aspirer le jus. Mon corps en est encore ravi à m'en mouiller ma culotte. C'est une jeune femme de 30 ans qui est personnage principal de ce livre, Les délices de la chair. C'est une jeune femme qui est parvenue à la sexualité, une jeune femme enfermée dans une valeur clé que lui a communiqué sa maman, les études, Dom Pedro. Justement. Mais je ne vais pas dire qu'elle en est venue à la sexualité un peu tard dans sa vie. Parce que, comme toute jeune fille, elle était exposée à un certain nombre de gens qui, tantôt, lui faisaient du charme et tantôt s'intéressaient à elle et le lui disaient carrément. Mais ça lui arrive, bien sûr, de répondre à quelques charmes que lui faisaient les gars autour de lui. Mais ce qui est important, c'est qu'elle n'avait jamais pris goût à la sexualité. Puisque, comme et tu viens de le dire, donc elle était une fille studieuse qui a toujours pris au sérieux les conseils de sa mère et elle a appris à aimer les études. Parce que, comme bon nombre de jeunes gens, et dans notre cas haïtien, qui ont toujours su que seules les études peuvent aider quelqu'un à se hisser vers le progrès, vers la réussite sociale. Donc, elle s'est mise aux études et c'est justement un peu tard dans sa vie, donc vers la trentaine, qu'elle va découvrir quelque chose, ou bien une part cachée, quelque chose qu'elle avait toujours négligé dans sa chair, ou bien dans la sexualité. C'est à ce moment que le tournant va se faire dans sa vie. Mais il y a ce rapport sexuel inopportun, cette rencontre hasardeuse, si tu veux, Dom Pedro, dans ce bar où elle tombe sur ce garçon qu'elle qualifie d'Adonis, qui va quand même bouleverser le cours de sa sexualité. Elle va même se poser des questions
sur ce que tous les philosophes qu'elle a lus dans sa vie lui ont communiqué comme valeur. Elle dit, en se regardant, en constatant à quel point elle était belle, elle s'est elle-même répété la phrase « comme je suis belle », elle nous dit « combien d'hommes pensais-je, ne ferais-je pas baver jusqu'à leur sang si cette découverte, c'est-à-dire la découverte qu'elle était une belle femme, je l'avais faite un peu plus tôt. Si ta chaleur, ô mon beau corps, n'avait pas été étouffée, comprimée pour te vider jusque de ta substance séductrice, ô corps meurtri par ces prétentieux philosophes, auxquels, dans leurs illusions suprasensibles, marchant la tête dressée vers les étoiles, il n'avait fallu que de peu pour tomber dans le puits juste là devant eux. Il persiste, cet Tantale, à se dire « chercher la vérité du monde », comme si un ailleurs transcendantal la comprenait, la vidait de toute phénoménalité et la faisait se dérober à chaque fois à leur prise. Ton personnage est comme toi, Dom Pedro. C'est un personnage qui a fait des études de lettres, de philosophie. Et ton personnage s'exprime en tant que philosophe. Il pose, le personnage, une question. Est-ce qu'il y a un ailleurs transcendantal? Et comment peut-on chercher la vérité du monde? Est-ce que les philosophes y arrivent? Mais voilà ce qui arrive. C'est que la culture nous offre quelque chose que j'appelle volontiers un mal sur un plateau argenté. Et donc sans poser, sans l'aborder, sans l'étudier, donc on le prend, sa vue durant, comme la vérité de toute chose. Et avec quoi, bien sûr, on grandit, on évolue, donc on fait sa vie. Mais lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on découvre que c'est loin d'être la vérité, en tout cas, c'est loin d'être ce qui doit nous apprendre à être à nous-mêmes. Parce que il y a un passage que tu as lu tout à l'heure qui invite tout lecteur à apprendre à se chercher. Donc, le bonheur, c'est ce que tout le monde cherche en réalité. Donc, toute la vie peut se résumer à cela, la quête du bonheur. Mais avant d'y arriver, il y a une chose par-dessus tout qu'il nous faut faire, c'est de se chercher. Puisque c'est d'en venir à se saisir soi-même en tant qu'individu singulier, apte à faire telle chose précise. Eh bien, ce mal que la culture nous offre sur un plateau argenté, comme j'ai dit tantôt, eh bien, possède ou bien mobilise tout un certain nombre de préjugés autour de la chair, autour du corps. Mais bien sûr, si l'on considère toute la culture, toute la civilisation occidentale, qui se construit, à mon sens, qui est une pensée binaire, il y a le fameux dualisme qui nourrit le bien et le mal, c'est une pensée binaire. Ouais. Toute la culture occidentale, elle dit, je ne connais pas de civilisation qui n'est pas à un moment donné, à une époque ou à une autre, mobilisé ces deux instances. Donc, cette dualité. Ouais, deux catégories régulatrices de l'homme. Mais sur le plan anthropologique, l'homme est constitué de ces deux entités, l'âme et le corps. Donc, on nous a appris, la culture nous a appris à négliger le corps parce que l'âme est beaucoup plus importante que le corps. Donc, c'est justement ce piège dans lequel tout jeune gens élevé dans la culture occidentale est pris. Ouais, mais là, elle condamne les philosophes. Elle dit, le corps, poursuivent les philosophes, dans leur veine psychotique d'halluciner. Tout le divers sensible n'est que poussière et vanité, n'est qu'un amas fangeux et chaotique qui souille l'âme, lui alourdit les ailes qui pourtant doivent être légères pour que son envol millénaire, hors de ce monde, vers la pleine contemplation de l'être, l'intelligible, dans le monde-ci, le monde sensible, disent-ils, n'est que l'ombre. Maintenant, ramenons la chose sur le terrain spécifique de la philosophie. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons, toi et moi, Dom Pedro, si on est hors des délices de la chair, est-ce qu'il ne serait ce monde-ci que l'ombre d'un autre monde? En tout cas, c'est ce que les dogmatiques idéalistes pensent ou bien disent. Bon, connaissons la dogmatique platonicienne qui construit, c'est la période, si l'on se réfère à cette période précise où la culture grecque atteint, à mon sens, toute sa pleine maturité, eh bien,
sur le plan, bien sûr, de l'intelligence, eh bien, Platon, ce fameux philosophe qui a théorisé, qui a mobilisé la philosophie pour poser l'intelligibilité même de cette question, sur le plan ontologique, eh bien, il nous présente que le monde et tout ce qui va avec, la matière, comme ce qui n'a pas d'importance, comme ce qui peut nous entraver si on s'en tient. Eh bien, l'importance, la réalité dernière de toute chose, l'essence de toute chose, se trouve dans un ailleurs, que j'appelle ici un ailleurs transcendantal. C'est le monde, c'est le fameux monde intelligible de Platon. Mais toi, tu es matérialiste ou idéaliste à ce point de vue-là? Tu penses vraiment que nous sommes dans une copie de monde? On n'est pas dans l'original? Non, mais c'est précisément ce que je combats. Il n'y a pas de copie de monde. Ce monde, en tout cas, s'il existe un quelconque ailleurs transcendantal, cela ne m'intéresse pas et cela ne peut être l'original de ce monde. Je comprends très bien. Alors, il y a quand même Georges qui a une petite boutique à Delma 32. Et Georges qui vient rapporter une monnaie pour madame. Et madame qui dit, trop fine et mal retombée sur mes épaules, elle est en bandoulière sur mon côté droit. Ma couverture laisse se dessiner dans l'entrebâillement de la porte la chaude silhouette de ma nudité de femme, corps dont l'arôme remplit l'appartement. Le concept de femme, trait d'union, corps. Qu'est-ce qu'une femme corps, Dom Pedro? C'est une femme c'est une femme de plaisir. C'est-à-dire une femme qui a fait vœu de luxure, qui développe un certain rapport, Michel Onfray dirait, hédoniste avec son propre corps, avec le monde, avec tout corps autour de lui. Donc, c'est ce que j'entends par femme-corps. Une femme ou toute personne qui développe avec son propre corps, avec le même, ce rapport hédoniste qui consiste à chercher du plaisir dans tout ce qui l'entoure. Est-ce qu'une femme-corps, tel est le cas pour ce personnage, quand Georges se présente devant et sont chez elle, elle est quand même consciente de l'emprise qu'elle exerce sur Georges. Elle est consciente que Georges est totalement subjugué par ces seins qui apparaissent presque sous la couverture. Est-ce que la femme-corps, elle est consciente qu'elle domine les hommes par sa séduction? Du moins, dans ce moment précis du livre où elle prend conscience à peine, puisque là, c'est au matin, c'est après avoir passé cette magnifique soirée avec le beau gosse qu'elle a rencontré. Ouais. Et puis, elle réfléchit sur toute sa vie passée et précisément sur ce fait, sur ce qui s'est passé entre ce beau gosse et elle. Donc, c'est là qu'elle découvre qu'elle est belle. Oui. Qu'elle peut, à partir de son corps, avec sa chair, faire aux hommes ou à quiconque qui, pour peu, s'intéresse à la chair, à la vie charnelle, eh bien, peut être à ses pieds. Et là, il le dit très bien, Dom Pedro. Elle dit, ces hommes, pauvre destin que le leur, ils sont toujours à courir après les femmes. Que n'ont-ils pas encore inventé juste pour se gaver de leur chair ou se prélasser dans leur broussailles? Ils sont pitoyables. Dom Pedro, toi et moi, Alphonse qui réalise cette émission, Barreau, est-ce que nous sommes tous des êtres pitoyables parce que nous aimons les femmes? Mais tu sais comme moi qu'on est prêt à imaginer, à inventer toutes sortes de choses juste pour se prélasser dans la chair d'une femme. Il y en a qui peuvent mettre tout leur salaire sur un paquet. Tu penses que Fekir qui filme cette émission peut faire ça? Il peut donner tout son salaire que pour une soirée avec une femme? Et justement, je crois. Mais est-ce que les femmes sont vraiment conscientes de cette emprise, Dom Pedro? C'est là que la question se pose. Est-ce que les femmes sont vraiment conscientes de tout ça? Et si tel est le cas, est-ce qu'il n'y a pas presque une surenchère de la rencontre sexuelle où ça frise la prostitution institutionnalisée maintenant? Bon, je ne veux pas concevoir le rapport femme-corps et sous cet angle parce que tout simplement, lors même que toutes les femmes seraient conscientes de leur pouvoir sur les hommes,
Mais de fait, on peut constater cela dans un certain nombre de rapports, mais je n'ose pas le dire parce que c'est un rapport, c'est une espèce d'échange sur le plan de la sexualité, sur le plan du plaisir. C'est ici que je situe mon propos. Sur le plan, on est tous à la recherche du plaisir en tant que c'est le seul pouvant nous amener au point ultime qui est le bonheur. Mais voilà. Je sais que et seuls les plaisirs peuvent m'aider à y arriver, tout autant que la femme le sait. Mais il y a une espèce d'échange. En ce sens, je n'ose pas. Mais bien sûr qu'elles peuvent le savoir et parfois l'utiliser, donc abuser. Ici, abuser un peu de son autorité, de son pouvoir sur les hommes pour leur faire se traîner par terre, si cela leur dit. Mais tu n'es pas rentré dans ces catégories fixées. Mesdames et messieurs, Dom Pedro Nteone est sur le plateau Délivrez-vous. Son livre a pour titre « Les délices de la chair ». Et je vous dis, il y a des délices, il y a de la chair, il y a de l'érotisme, il y a tout ce qui peut vous rendre heureux. Allez-y, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Des livres et je reçois Dom Pedro Nteone qui vient de publier Les délices de la chair chez les éditions Gouttelette. Je suis à la page 43 et je m'en vais vous lire ce qui suit. J'avais commencé à comprendre l'isolement forcé mais salutaire des intellectuels dans leur tour d'ivoire. La vie intellectuelle est une vie de solitude, car le voisinage des choses extérieures au travail de la pensée, lorsqu'elle se révèle inféconde, nuit forcément à cette dernière. Aussi, l'intellectuel, tout entouré, puisse-t-il paraître, est toujours un homme seul. L'intellectuel, aussi entouré, puisse-t-il paraître, est toujours un homme seul, Dom Pedro. Nous sommes des solitudes ambulantes, toi et moi. Malheureusement, oui. C'est la triste réalité des intellectuels. Parce que lorsqu'ils n'arrivent pas à faire de son environnement un objet de pensée, parce qu'ils ne peuvent malheureusement pas être tout le temps dans le travail intellectuel, parfois il leur faut sortir, mais malgré eux, même le geste de sortir du travail intellectuel est pour eux encore un travail intellectuel. Parce qu'ils sont tout le temps pris dans cette tentative d'intellectualiser tout. Et c'est dans ces situations qu'ils se rendent compte qu'ils sont mal entourés, que les gens autour d'eux ne peuvent aucunement aider leur travail d'avancer. Dans ce livre, il y a et cette jeune femme, elle a un peu connu cette situation de solitude, même de détresse intellectuelle. Au début, elle adorait sa maman, mais dans le flux de son évolution personnelle comme intellectuelle, et vu le niveau intellectuel de sa propre maman, au bout d'un moment, il n'y a pas eu de tension, mais il y a eu distance entre elle et sa maman. Oui, cela lui est arrivé chez elle, dans sa maison, alors que enfant à l'école, donc ça lui plaisait, ça plaisait à tout le monde autour d'elle de l'aider dans son voisinage, dans sa maison, mais elle se rend compte qu'une fois entrée à l'école normale supérieure, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a un mouvement qu'elle a fait et que les autres gens n'ont pas su faire. C'est un virage à 360 degrés vers l'intellection et les gens dans son environnement n'ont pas forcément suivi le mouvement, quoi. Justement. Et ce avec quoi elle a toujours vécu lui paraît étrange et absurde
Et la nécessité de se tirer de là s'est imposée à elle. Elle qualifie sa maman de femme potomitan. Et elle dit, cette femme potomitan, que n'a-t-elle pas fait pour élever ses enfants dignement? Que n'a-t-elle pas enduré pour nous protéger, nous, ses enfants chéris? Que n'a-t-elle pas investi dans mon devenir femme? Il est vrai qu'en Haïti, très souvent, la maman qui saigne à 80 pour élever ses enfants, on l'appelle femme potomitan. Mais j'ai une amie guadeloupéenne, militante féministe, qui a mis en question ce principe de potomitan, clin d'œil à Agnès Noël, qui m'a fait comprendre que, est-ce que cette formule de potomitan n'est pas un stratagème de phallocrate pour enfermer la femme justement dans sa condition de rester avec des domestiques qui s'occupent de tout, et ainsi ça déresponsabilise les hommes par rapport à ces femmes. Donc toi et moi, nous engrossons des femmes, nous partons en nous disant, elles sont des femmes potomitan. Bon, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que je combats. Je dois te dire en passant que je viens de finir un recueil de poèmes consacrés que je dédie aux femmes. Ça ne m'étonne pas. Et où je combats justement tout et misogynie, toute phallocratie. Et les femmes potomitantes, bien sûr, et tu sais sans doute que dans la tradition haïtienne, dans la culture haïtienne, les potomitans ont un sens assez important. Et mobiliser l'image du potomitan pour parler du travail, de l'importance des femmes haïtiennes dans les maisons, dans les familles, c'est reconnaître, c'est pour moi une façon de les saluer. Pour dire ma mère que je profite pour saluer. Elle s'appelle comment ta mère? Roselyne Apollon. Elle regarde l'émission maintenant. Madame Roselyne Apollon, Big Love, Gadon Bonheur. Adelma 32, on salue toute la communauté d'Adelma 32. Donc, la plupart du temps, les familles haïtiennes, malheureusement, sont des familles monoparentales, où on constate que ce sont les mères qui se battent, qui se démerdent pour élever seuls les enfants. Maintenant, et ces mères, vas-y, je te laisse finir ton propos. Elles assument sans broncher, sans se plaindre la plupart du temps, de leurs responsabilités. Et parfois, les pères sont là, mais elles représentent les deux figures de la famille à elles seules. Ouais, c'est là qu'il faut condamner ça, Dom Pedro, le fait que beaucoup d'hommes, justement, se déresponsabilisent après avoir engrossé de jeunes femmes. Déjà, il faut arrêter de faire des enfants à tort et à travers. Il faut se protéger à chaque rapport sexuel. Ce pays ne va pas très bien économiquement. Donc, évitons de faire des enfants à droite à gauche, ce qui va constituer un réel poids démographique pour le progrès de ce pays. Maintenant, par rapport à l'éducation, que les femmes monoparentales, on va dire les femmes qui tiennent des familles monoparentales, donnent à leurs enfants. Cette jeune mère, elle dit à ses garçons, c'est-à-dire aux frères du personnage principal, vous vous mariez illico si vous engrossez une jeune fille. Sinon, gare à votre braguette, je ne vais pas pleurer pour mes enfants. Et à moi, plus tendrement, Diane, ma chérie, il n'y a rien qui presse dans la vie. Tu as aujourd'hui tout ton temps pour t'occuper de ta personne. Les garçons de nos jours sont pour la plupart tous des fourbres. Prends garde qu'ils ne te détournent de ce bel ouvrage que voici, me désignant. L'important, ce sont les études. Ce que je ne comprends pas, Dom Pedro, pourquoi dans l'ordre social haïtien, quand les jeunes mères éduquent leurs jeunes filles, elles invitent leurs enfants à diaboliser l'autre sexe. Très souvent, les mères disent à leurs jeunes filles, attention aux garçons, ils sont dangereux, ils sont tous des connards. Et qu'est-ce qui arrive? Étant donné qu'il y a l'interdit, ces jeunes filles vont goûter à l'interdit et elles tombent enceintes. Est-ce qu'il ne faut pas revoir nos façons d'éduquer les jeunes filles? Au lieu de leur dire de ne pas coucher, est-ce qu'il ne faut pas leur dire couche avec une capote? Protège-toi. Mais justement, c'est quelque chose que l'on peut aborder, que l'on peut voir sur deux plans. D'abord, justement, il y a un problème au niveau de l'éducation, puisque il est difficile aux jeunes gens de parler, d'aborder sexualité aux parents, parce que c'est comme tabou, c'est quelque chose que les familles haïtiennes ont, si tu me permets ce mot, tabouisé. Oui. Et maintenant, c'est malheureux parce qu'on vit
cette situation, on observe, on voit ce qui se passe dans notre société, que sur 10 jeunes gens, filles ou garçons, eh bien, il y a environ 6 qui sont tombés dans cette situation de grossesse prématurée, ou dans les deux cas. Il y a un déficit d'éducation. On dit à toutes nos jeunes filles, les garçons sont des diables, fais attention. Et dès que tu places un interdit, l'interdit séduit. Okay. L'attraction. Mais sur l'autre plan, il y a un côté, je dirais, sécuritaire dans cela. Parce que les familles haïtiennes, généralement, ont très peu de moyens pour vivre. Mais on sait ce qui peut arriver à un jeune homme, une jeune fille qui est à l'école et qui tombe enceinte. Ou bien un jeune homme qui engrosse une fille. Bien, il risque de s'arrêter là, de ne plus avancer à ses études. Donc, mais c'est là qu'il serait mieux, Dom Pedro, que les jeunes mères, que les jeunes pères, dès que vous avez des enfants chez vous qui sont dans l'adolescence, que l'éducation sexuelle de ces enfants soit faite. Qu'on leur dise, justement, si tu contractes des rapports sexuels sans préservatif, tu vas tomber enceinte. Les parents doivent même, à mon avis, donner les capotes à leurs enfants. Oui, plutôt que de leur dire, ne va pas coucher, ils vont quand même coucher. 16 ans, 17 ans, c'est la maturité sexuelle. On est prêt, on est chaud comme la braise. Ils sont carrément entourés d'un certain nombre de choses qui les incitent à coucher. Bravo, la publicité, Dom Pedro, par exemple. Tout est dans le sexy, le bienfait, l'attirance, l'environnement, l'écosystème pousse vers la sexualité. Et curieusement, aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui est assez intéressant. Alors que c'est ce que je crois que Foucault a essayé de théoriser dans sa fameuse série d'histoires de la sexualité. Eh bien, il mobilise un certain nombre de conceptions autour de la chair, autour du corps, autour de la sexualité. À un moment donné, dans les sociétés, on a exercé une certaine pression. On a comme voulu réprimer la sexualité. Il y a des interdits partout autour de la sexualité. Mais dans les sociétés modernes, les interdits, curieusement, sont encore là. Mais on met à découvert le corps et la chair. On vous les donne. Et maintenant, le corps est devenu un objet, une marchandise. Un objet que vous voyez partout autour de soi et qui est mis sous une certaine condition. Et bien sûr, c'est ce qui expose tous jeunes gens à la vie charnelle, curieusement, mais qui les repousse aussi. Oui, parce que ça crée vraiment cette double réaction, on va dire, antinomique. La publicité, la télévision, la musique, tout pousse vers la sexualité. En même temps, tu as des valeurs, tu as une éducation qui te dit attention à la sexualité. Donc, ça met la société face à ces contradictions. Justement, par rapport à la question de la sexualité, si on s'en tient seulement à ce thème, eh bien, toute l'hypocrisie de la société et ce qui, en tout cas, fait se rendre compte des contradictions de l'homme, de l'individu placé dans une société donnée, eh bien, toutes ces hypocrisies émergent, vous apparaissent, vous tombent dans la main, parce que justement, on se rend compte de la triste réalité de tout cela. Donc, la sexualité est quelque chose que l'on devrait placer d'une autre manière, en tout cas d'une manière qui diffère de celle que traditionnellement on mobilise pour parler aux jeunes gens. À l'école, dans les familles, on doit parler de la sexualité. Il faut même un cours d'éducation à la sexualité. Parce que je pense que la sexualité est un élément moteur dans la vie. Oui, et tu sais, même sur des détails, Dom Pedro, pour les garçons par exemple, lorsqu'on a 14 ans, lorsqu'on a 16 ans, on ne sait pas comment utiliser un préservatif forcément. Moi, la première fois que j'ai vu un préservatif, j'avais peut-être 13 ans, je ne savais pas comment on faisait. Parce que mes parents ne m'ont rien dit, personne ne te dit rien. Et c'est ça qui te donne des grossesses prématurées. C'est ce déficit d'éducation sexuelle. Donc nous invitons les parents qui regardent cette émission
à oser parler sexualité avec leurs adolescents. Ce sera la meilleure façon de les protéger. En tout cas, au lieu de leur dire qu'on peut, on peut en faire un ballon, Oui. faut leur dire à quoi ça sert précisément. Oui, le préservatif, ce n'est pas pour faire des ballons, en effet. C'est pour faire un ballon, mais dans un autre lieu. Un autre type de ballon pour d'autres types de retours. Le temps et le bonheur ne font point bon ménage. Le premier flâne, déflore et use toute âme qui vive, alors que l'autre est sérieusement anéantissement du premier, mais aussi rajeunissement des êtres. Ainsi, le bonheur n'ayant pas de durée, parler d'instant de bien-être est un abus langagier grave. Les délices de la chair, Dom Pedro Nteone est sur le plateau des livres. Et vous, toute l'équipe est mobilisée. Gardons bonheur. Allez-y, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous savez, lire n'a jamais tué personne. Lire, c'est l'une des meilleures façons de vous révéler au monde, de prendre possession de la vie, de vous inscrire dans le réel, de comprendre ce qui se passe autour de vous et d'y prendre plaisir également. La première fonction de la lecture, c'est de faire plaisir. Et qu'est-ce que j'ai pris plaisir à lire Les délices de la chair de Dom Pedro Nteone avec sa maman, Madame Apollon, qui nous regarde à Delma 32. Les plaisirs possibles sont en nombre infini et les uns sont soit subordonnés à d'autres, soit interchangeables les uns les autres. Mais de tous, ceux de la chair sont les plus grands, car eux seuls peuvent mener à la sérénité suprême. Dom Pedro nous dit, mesdames et messieurs, les plaisirs de la chair sont les meilleurs plaisirs que l'être humain puisse s'en procurer. Soutiens-tu encore ce propos sur ce plateau, Dom Pedro? Oui, naturellement, c'est mon propos, puisque des plaisirs, on en distingue pas mal. D'ailleurs, il y a Épicure, l'un des principaux philosophes que l'on connaît qui mobilise le principe des plaisirs comme élément central dans la vie de l'homme, eh bien, il en a fait pas mal, une importante énumération. Donc, il y a des gens qui prennent du plaisir à manger, et à lire, dans les études. Comme il y a des gens qui prennent du plaisir dans la sexualité. Et en tout cas, je conçois les plaisirs. Mais quand tu dis plaisir de la chair, tu es dans les plaisirs liés à la sexualité. Les plaisirs liés à la sexualité, à l'érotisme, à tout ce qui l'entoure. Et pourquoi ce plaisir-là serait supérieur aux autres formes de plaisir, comme celui de manger, par exemple? Bon, c'est une forme de plaisir qui vaut quelque chose, mais qui n'arrive pas, parce que le but de l'homme, comme j'ai dit tantôt, c'est n'est autre que le bonheur. Et par rapport à la figure du temps que j'ai mobilisé pour présenter le rapport, la situation même d'un individu heureux, on voit la nécessité de tuer le temps, d'effacer l'instance temps, pour jouir pleinement de son bonheur. Mais curieusement, il y a ce risque de trop manger. Il y a le trop manger que Épicure appelle l'excès,
ça peut nuire à la santé. Donc, cela, quelqu'un qui prend plaisir à manger, à bien manger, qui considère la nourriture comme l'esthète, lui, il peut considérer une œuvre d'art, eh bien, c'est un autre niveau de la situation. Ça déborde le champ du plaisir. Parce que ici, on est dans une autre situation. Alors que la sexualité, la chair, nous place directement et précisément dans ce qui nous mène directement vers le bonheur. Et quand nous sommes dans ces plaisirs de la chair, il s'agit là également, Dom Pedro, d'un plaisir partagé. Ce qu'il y a de plus magique dans les délices de la chair, pour reprendre ton titre, c'est la possibilité de se constater être un aide-bonheur pour quelqu'un d'autre. Tu vois une autre personne s'épanouir, tu vois une autre personne jouir en ta présence. Il y a aussi ça dans les délices de la chair. C'est prendre plaisir non seulement dans ce qu'on ressent soi-même, mais dans ce qu'on arrive à faire ressentir. Oui, justement, c'est pour cela tout à l'heure que j'ai parlé d'échange. Il y a une transaction érotique qui permet aux deux êtres de s'épanouir. Donc, là, je suis vers une espèce de plaisir du collectif. La plupart du temps, surtout dans les rapports sexuels, on dit que la jouissance est personnelle, est égoïste. Oui, tu en as parlé justement. Est-ce que la jouissance est vraiment égoïste? Est-ce que dans une relation sexuelle, il n'y a pas de relation sexuelle? C'est-à-dire, les êtres ne sont pas en relation. Chacun fabrique son petit monde dans le corps de l'autre. Mais les deux mondes ne sont pas en fusion. Mais justement, c'est cette symbiose, c'est cette fusion que l'on essaye, que j'ai essayé de mettre en évidence. C'est ce qui peut nous mener à ce bonheur, à ce but ultime. Mais bien sûr qu'il arrive que dans l'acte sexuel, qu'une seule personne jouisse et que l'autre n'y est pas encore ou ne l'a pas fait du tout. Mais ma proposition, ce que ici j'ai essayé de mettre en évidence, d'élaborer, c'est une espèce de plaisir ensemble. Ouais. Au fait, tu es en train de proposer un contre-discours par rapport à la formule lacanienne. C'est Lacan qui disait il n'y a pas de rapport sexuel. Dans le sens où, dans la relation sexuelle, si tu veux, nous autres garçons, nous faisons notre performance. La femme, elle accomplit sa propre performance et chacun, voilà, on se reprend un petit peu, toi et moi, cherche à en jouir. Toi, tu proposes de couper un peu ces facteurs de blocage et d'arriver vraiment à rencontrer l'intimité profonde de l'autre et à se mélanger à lui. Parce que je crois que dans la vie sociale, au moins, on s'entend là-dessus, que la figure de l'autre est extrêmement importante pour la réalisation de soi-même. Il faut considérer l'autre. Il faut composer avec l'autre. Et c'est la même situation qui se déploie, que l'on vit dans l'acte sexuel. Donc, on ne peut se défaire de l'autre. Il faut le considérer comme un sujet dans l'acte sexuel et non comme un objet. Justement, il est toujours avec soi-même. L'autre est toujours avec nous. Donc, on n'a pas à s'en débarrasser. Je reviens à ton personnage, à son profil psychologique. C'est une jeune femme qui est très, très, très attachée à ses études, influencée par sa maman, influencée par ce qu'elle a comme extraction sociale. Elle n'a que les études pour acquérir de la mobilité sociale. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette jeune femme? Elle va, en une soirée, tomber sur un illustre inconnu qui va ouvrir sa sexualité vers d'autres contrées. Il me prit alors dans ses bras, nous parlons de l'inconnu, et m'emmena dans une pièce où j'avais pu distinguer un long canapé et deux petites tables posées l'une sur l'autre. Il poussa celle du dessus et m'allongea sur l'autre. Et sans même prendre la peine de m'enlever ma robe et ma petite culotte qu'il tira plutôt sur le côté, il glissa sa tête dans mon entrecuisse et se mit à faire tourner sa fine langue dans ma petite trouée de jeune femme à qui l'on venait de dire qu'elle avait de l'embonpoint, qu'elle était une femme corps.
Je n'avais jamais eu pareille sensation avant. Oh, comme c'était bon et extrêmement excitant ce qu'il me fit avec sa langue. Je ne pouvais pas me tenir en place. Je sentis 1000 fourmis courir dans toutes les lignes de ma chair. Toute mon énergie sembla passer dans ce splendide cunilingus. Même l'air autour de moi paraissait se raréfier. Je suis à bout de souffle et je tremblais de plaisir. Et sentant tous les pores de mon être de femme-corps s'ouvrir à ce Dieu agenouillé entre mes cuisses, je criais: prends-moi, bel inconnu. Oui, possède-moi. Je te donne ce soir droit de régenter comme bon te semble ce petit domaine. Je te donne droit de labourer mes terres, oh longtemps laissées en friche. J'ai adoré, si tu veux, l'allégorie pour qualifier son sexe, ce terrain trop longtemps laissé en friche. Trop longtemps laissé en friche. Parce que, comme tu as pu le remarquer, elle a eu dans sa vie, même avant ce moment, des rapports sexuels. Mais là, elle a vraiment joui, elle est dans un cunilingus extrême. Là, elle vit sa chair, elle vit la sexualité. Donc là, elle prend vraiment goût à ce jeu sexuel. Ouais. Et donc, c'est une femme qui a toujours participé à un moment ou à un autre dans le jeu sexuel, mais sans vraiment y participer. Ouais. Et arrivé à ce moment, je pense qu'elle se dit, mais quel bonheur de découvrir enfin mon sexe, de découvrir enfin ma chair. Et c'est vrai qu'elle ne connaît même pas le nom de son inconnu, mais il y a des choses qui se sont passées après. C'est là qu'on invite les gens à lire ce livre. Après, entre les deux amies, elles sont deux à habiter ensemble, des choses vont se passer, mesdames et messieurs. Je vous invite à lire absolument Les délices de la chair pour voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment dans le film où Diane devait porter son jeans et où son ami lui rapporte le jeans et lui a dit « Tu es bien comme ça ». Des choses se sont passées, on va laisser la surprise. Dom Pedro, y a-t-il une chose que tu as souhaité dire au cours de cette émission dont tu n'as pas eu le temps de dire? Dis-le maintenant. Donc, j'invite aux téléspectateurs de ce show d'aller acheter ce livre. Il est disponible à la librairie La Pléiade. Et pour découvrir le principe de la vie, pour trouver un élément qui puisse vous inciter, chers amis, à vous chercher vous-même, parce qu'avant toute chose, il faut que vous vous cherchiez. Parce que sans cela, vous ne pourrez arriver au but ultime. Mais ce livre est une invitation à cela et elle peut vous y aider. C'est une invitation au bonheur. Puis, lestement, me prenant le visage dans ses deux mains chaudes et toujours tremblantes, elle m'embrasse sur la bouche. Elle incline légèrement la tête en arrière et semble chercher mon regard de grands yeux noirs, d'où brûle un feu ardemment voluptueux, comme pour me demander mon accord. Mon accord, comment le lui refuser? Les délices de la chair. Dom Pedro, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Tu as bien osé quand même de te mettre dans la peau d'une femme pour nous faire ce roman. J'ai adoré. Je recommande vivement ce livre. Je rappelle le titre, Les délices de la chair. Merci à toute l'équipe de la télévision qui m'a permis de vous présenter cette émission. Merci à vous qui continuez à nous regarder, mais régulièrement, et qui manifestez de l'affection pour le concept des livres. Et vous, écoutez, je ne peux vous dire que gardons bonheur dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.